Bretagne et le sport, c'est une histoire d'amour plus que centenaire. Avant toute ère de cyclisme et de navigation, cette région fertile en grands champions s'est progressivement imposée au premier rang du football français. Avec 5 clubs professionnels en 2024, 6 si l'on compte le FC Nantes, elle est la plus représentée parmi les formations professionnelles de l'Hexagone, même si son rayonnement ne dépasse que rarement les frontières nationales. Le Stade brestois en est l'exemple parfait. Installé en Ligue 1 depuis quelques années après avoir connu des décennies mouvementées, le club armoricain n'a jamais connu l'Europe, et ce malgré 17 saisons disputées dans l'élite du football français. Pourtant, ces irréductibles Celtes ont connu bien des épopées. Des débuts dans le monde professionnel en 1970 aux récents exploits en Ligue 1, de ces années fastes où les strass et paillettes faisaient légion dans la rade brestoise, aux heures les plus sombres du football régional, retour sur les plus grands moments d'un club habitué à jouer les troubles fêtes et qui rêve secrètement de découvrir les fastes des joutes européennes. Plus grande ville de l'ouest breton, Brest est avec un peu moins de 140 000 habitants, la 25e ville la plus peuplée de l'Hexagone. Célèbre pour sa rade accueillant l'Arswil de Brest, soit le deuxième plus grand port militaire français, elle se distingue par son histoire atypique liée au monde militaire. Stratégiquement positionnée dans une rade débouchant sur la mer d'Iroise, bordée par le Penfeld, un petit fleuve côtier d'une quinzaine de kilomètres, elle fut conquise par les Romains au IIIe siècle, alors que la tribu des Ossismes peuplait majoritairement le nord-ouest de la Bretagne. Devenue une cité fortifiée et isolée, elle s'imposa comme le principal port du Broléon durant le Moyen-Âge. Cédée par les Anglais au royaume de France à la fin du XIVe siècle, après que des combats aient eu lieu dans la ville même au cours de la guerre de Cent Ans, elle dut attendre la fin du XVIe siècle pour qu'elle obtienne le statut de ville, bien qu'elle ne soit peuplée que de 1500 habitants. Son développement ne débutera que sous l'impulsion du cardinal de Richelieu, qui souhaite y établir un port militaire. L'arsenal de Brest voit alors le jour. Abritant une grande partie de la flotte du Ponant, Brest va par la suite se démarquer à échelle régionale. Majoritairement acquis à la cause révolutionnaire, elle fait partie des très rares villes bretonnes quasi exclusivement francophones. Mais à l'instar de toute la Bretagne, elle est un bastion du catholicisme. La majorité des établissements scolaires sont privés et catholiques, tout comme les institutions sportives. Les patronages paroissiaux font désormais légion à Brest, où plusieurs sections sportives voient le jour au début du XXe siècle, l'objectif étant de promouvoir les valeurs chrétiennes au travers d'activités ludiques. Un patronage brestois va se faire remarquer, soit celui de l'Armoricaine de Saint-Louis, situé au cœur de la ville. Fondé en 1892 par l'abbé Roule, il adopta son nom en 1903 ainsi que sa devise « Penuel » en français « tête haute ». La loi de séparation entre l'Église et l'État de 1905 va pousser ce patronage à s'impliquer davantage dans la performance sportive et dès 1908, la section football de l'Armoricaine dispute la finale du championnat de Bretagne. Mais la Première Guerre mondiale marque un premier coup d'arrêt pour le patronage qui va néanmoins se doter en 1922 d'un stade sous l'impulsion de l'abbé Causanet, soit le stade de l'Armoricaine. Une enceinte qui verra le club brestois s'affirmer comme l'une des meilleures formations bretonnes, avec à la clé 2 16e de finale de Coupe de France et un titre de champion de France des patronages acquis en 1926. La Seconde Guerre mondiale freine à nouveau les ambitions du patronage puisque la quasi-totalité de la ville de Brest est détruite au cours de violents combats se déroulant durant l'été 1944. Le club végète alors dans les divisions inférieures régionales, à l'instar de plusieurs autres clubs de patronage brestois. Or le meilleur club de la ville, soit l'AS brestoise, quart de finaliste de la Coupe de France en 1936, est une structure laïque évoluant en 3e division, soit la plus haute division amateur à échelle nationale. De plus, la ville brestoise est l'une des plus jeunes du pays et les plus fervents catholiques souhaitent ne pas concéder de terrain aux laïcs en tentant d'attirer le plus grand nombre de jeunes possible. Catholiques contre laïcs, la guerre est déclarée.
C'est ainsi qu'en 1950, le chanoine Yves Balbou, curé archiprêtre de Saint-Louis, décide en compagnie des représentants de 4 autres patronages issus de la rive gauche de Brest de fusionner afin de créer une formation catholique compétitive dont l'objectif est de détrôner l'AS brestoise au rang de meilleure formation de la ville. Le Stade brestois voit donc le jour le 26 juin 1950 et conserve la devise de l'Armoricaine ainsi que son stade. Il faudra attendre 1960 pour qu'un premier logo soit utilisé, logo ayant fréquemment évolué et dont la dernière modification date de 2010. Reprenant le bouclier de celui de 1960, on y retrouve les initiales du Stade brestois en blanc sur un fond rouge, soit les couleurs actuelles du club, tandis que l'hermine rappelle l'identité bretonne du club et l'année 1950, sa création. Cette nouvelle formation démarre en district, soit à cette époque l'équivalent de la 7e division, et est composée principalement de joueurs issus de l'Armoricaine. Enchaînant les montées dans ses premières années, elle se pérennise en 4e division à partir de 1953, puis en 3e division dès 1958, où elle retrouve son rival de l'AS brestoise. Entre-temps, elle remporta 2 titres mineurs, que sont la Coupe de France des patronages en 1956 et 1957. Pour sa première saison en 3e division, le Stade brestois se maintient dans la difficulté, avec en prime une victoire historique à double titre face à son rival laïque de l'AS brestoise. Historique car la rencontre attirait un peu plus de 10 900 spectateurs, un record national pour un match amateur, mais également car cette partie se déroula le 28 septembre 1958, jour du référendum constitutionnel national pour la 5e République, qui fut majoritairement ratifié par les Français. Les stadistes vont réussir à se maintenir en 3e division jusqu'en 1963. La relégation eut un goût amer puisque cette saison-là, son rival de l'AS brestoise réalisa un authentique exploit en se hissant de nouveau en quart de finale de la Coupe de France après avoir éliminé le prestigieux Racing Club de Paris au tour précédent. L'AS brestoise est d'ailleurs à ce moment-là le club de l'Ouest breton comptant le plus de licenciés avec 355 membres. Mais les stadistes n'abandonnent pas pour autant leur ambition. Sous la houlette du nouvel entraîneur Sarkis Garabédian, et après 3 années de purgatoire, les Brestois arrachent leur billet pour la 3e division lors de l'ultime journée du championnat de 4e division en 1966, grâce à un coup franc d'André Bergaud dans les toutes dernières minutes face à Lorient. Au départ de cette saison 66-67, les objectifs des deux clubs sont opposés. D'un côté, les Bleus de l'AS brestoise espèrent accéder en D2 et déposent un dossier auprès de la mairie de Brest concernant de potentielles subventions de la part du conseil municipal en cas d'accès en D2 et l'obtention du statut professionnel. De l'autre côté, les Rouges du Stade brestois, couleur utilisée afin de se démarquer de leur rival, mais également car elle ferait référence à l'ancien drapeau de la ville de Brest, souhaitent simplement conserver leur place en 3e division. Le bouillant derby du 5 mars 1967 va alors marquer un tournant dans l'histoire des deux clubs. Un choc au sommet qui va définitivement modifier la carte footballistique à Brest. Devant près de 6000 spectateurs, le Stade brestois l'emporte 2-0 et va poursuivre sur sa lancée pour finalement achever la saison à la 3e place, échouant de peu à la montée. De son côté, l'AS brestoise s'effondre et termine la saison en position de relégable. Le dossier pour la potentielle professionnalisation du club est évidemment rejeté et l'AS brestoise ne se remettra pas de cet échec, si ce n'est une éclaircie par l'intermédiaire des jeunes du club qui atteindront la finale de la Gambardella en 1973. La dynamique est inversée, le Stade brestois peut désormais poursuivre son ascension. Les stadistes vont passer un cap en 1970 après avoir multiplié les places d'honneur en championnat. L'accès en D2 et au semi-professionnalisme résulte d'ailleurs d'un contexte favorable. Les événements de mai 68 permirent aux footballeurs de l'Hexagone de faire pression sur la fédération et la Ligue nationale en exigeant la fin des contrats à vie et la mise en application des contrats à temps, chose qui sera effective dès juillet 1969. De plus, la réforme des championnats nationaux, avec l'ouverture de ce championnat aux clubs amateurs et la séparation de la D2 en 3 divisions géographiques, permet de diminuer drastiquement les dépenses en matière de déplacement, qui plus est pour une ville excentrée comme les Brest. Le Stade brestois est alors un club semi-professionnel qui va confortablement s'installer en D2 durant près d'une décennie. La saison 71-72 voit les Brestois rester invaincus à domicile et terminer à 6 longueurs seulement du titre. Une saison mémorable qui verra le club brestois éliminer l'Olympique lyonnais en 32e de finale de la Coupe de France avant de chuter face à l'Ogre marseillais au terme d'une rencontre très disputée et perdue sur le score de 2-1.
Le portier René Tréguer s'illustrera d'ailleurs dans cette rencontre, lui qui détient encore aujourd'hui le record du plus grand nombre de matchs disputés avec le Stade brestois. 4 ans plus tard, la formation brestoise se maintient lors de l'ultime journée face à Amiens grâce à un somptueux coup franc d'Alain Bonnat inscrit à la 88e minute. Il s'agissait du dernier match de l'entraîneur Garabédian qui passe la main après 13 années à la tête de l'équipe Fagnon au profit de l'entraîneur-joueur Alain de Martigny, âgé de 30 ans seulement. Changement également du côté de la présidence puisque Michel Banner, jeune dirigeant de 31 ans, débarque à la tête du club non sans ambition puisqu'il souhaite faire de la formation finistérienne un club de l'élite. Une formation qui sous l'impulsion de Martigny va continuer à s'étoffer et progresser pour finalement atteindre son objectif dès la saison 78-79. Cette saison-là, l'effectif brestois est composé en grande partie de jeunes joueurs, à l'image de la doublette d'attaquants Willem Letemahoulou-Patrick Marté ou du défenseur Yvon Leroux, qui fait encore aujourd'hui partie des 3 seuls joueurs à avoir porté le maillot de l'équipe de France tout en évoluant au Stade brestois. Ces derniers sont encadrés par des joueurs plus expérimentés, à l'image de Serge Lenoir, du regretté Daniel Bernard, de l'ancien international Loulou Floch ou encore d'Alain de Martigny. Un effectif qui va rapidement s'imposer comme un prétendant à la montée en prenant la tête du classement le 11 novembre 1978 après une victoire 3-1 à Bollaert face au Racing Club de Lens qui fut européen la saison précédente et faisait figure de grand favori à la montée. Le miracle se produisit le 28 avril 1979, de nouveau face à Lens, cette fois-ci dans un stade de l'Armoricaine qui fit le plein. 20 000 spectateurs sont venus assister à une rencontre qui vit Brest marquée à 3 reprises, permettant au TISEF de découvrir les fastes de la première division. Allez, allez, Brest, allez les rouges, du nouveau à l'ouest, la marée rouge. La découverte de la D1 se fit dans la douleur. 2 recrues vont venir épauler cette formation, et pas des moindres. Raymond Kérusoré, véritable icône du football breton au fort tempérament, tente l'aventure brestoise et essaiera d'apporter sa vista et une qualité technique qui fit sa renommée au milieu de terrain. Autre recrue majeure, il s'agit de Dragoa Bec, attaquant yougoslave individualiste et également têtu, ce qui lui vaudra quelques échanges houleux avec ses nouveaux partenaires. Drago, c'est vrai, en dehors du terrain, c'est quelqu'un de charmant, mais c'est vrai que sur un terrain, il était très difficile à gérer. À domicile, il était inarrêtable. Par contre, à l'extérieur, il traçait un carré et puis il restait dedans, on ne le voyait pas. Le 26 juillet 1979, Brest dispute sa première rencontre de D1 en se déplaçant au stade Vélodrome. Brest est défait 3-0 et la saison va rapidement tourner au cauchemar. Malgré un excellent Vabec qui scorera à 17 reprises cette saison-là, les Finistériens ne sont pas au niveau et vont enchaîner les contre-performances. Il faut attendre la 19e journée pour voir les TISEF s'imposer, en l'occurrence face à l'OL, sur le score de 3-0. Les Bretons ne gagneront que 4 rencontres et sont condamnés à la descente dès le mois d'avril. Malgré un ultime sursaut d'orgueil lors de la toute dernière journée, qui verra le Tonnerre de Brest s'abattre sur les Olympiens lors d'une partie remportée sur le score fleuve de 7-2, les Brestois réalisent là l'une des pires performances de l'histoire de la D1, en ne remportant que 4 rencontres pour 87 buts encaissés et 15 points marqués. Rappelons que la victoire valait à cette époque 2 points seulement. Avec un effectif inchangé la saison suivante et le maintien de Martigny au poste d'entraîneur, le Stade brestois va réussir à se relancer en D2 et obtiendra son seul titre majeur, un titre de champion de D2, permettant au TISEF de remonter à l'étage supérieur. Un retour qui va s'accompagner de nombreux changements afin de ne pas commettre les erreurs de la précédente participation en D1. Et cela a commencé par l'arrivée au poste de président du club de François Yvinec, alias Fanch la Boulange, un industriel breton réputé dans le secteur agroalimentaire et qui va faire entrer le Stade brestois dans une nouvelle dimension. Le Stade brestois sous Yvinec, c'est une formation ambitieuse qui souhaite dans un premier temps se pérenniser en première division. Yvinec peut alors compter sur le soutien financier du maire socialiste de la ville Francis Leblé, ainsi que sur celui d'une célèbre enseigne de grande distribution originaire de Landerneau, il s'agit du groupe Leclerc. La demi-finale de Gambardella obtenue par les jeunes du club en 81 pousse Yvinec à miser sur le centre de formation. La politique économique du club durant le début de cette décennie est assez prudente, le seul gros investissement étant celui concernant l'agrandissement du stade de l'Armoricaine, renommé Stade Francis Leblé, à la suite du décès précoce du maire de la ville en 1982.
Le Stade brestois va faire sensation en 82 puisqu'elle termine à la 9e place du championnat, l'attaquant Vabec se faisant à nouveau remarquer en plantant 18 buts en D1, dont un superbe triplé face à Bordeaux lors de la 36e journée. L'entraîneur de Martigny quitte le club à l'issue de la saison, il sera remplacé par Dusan Nemkovic, entraîneur yougoslave qui ne sera pas dépaysé puisque depuis 1979, la plupart des joueurs étrangers proviennent de Yougoslavie. Le Stade brestois termine 10e du championnat mais réussit son meilleur parcours en Coupe de France en atteignant les quarts de finale de l'épreuve après avoir notamment éliminé Metz et Monaco pour finalement s'incliner face au Paris Saint-Germain au terme d'une double confrontation très disputée. Après une saison 83-84 décevante où Brest arrache son maintien à l'issue de la dernière journée, les Tisèves vont conclure les 2 saisons suivantes en milieu de tableau. Mais cela n'est pas suffisant pour Ivinec qui souhaite faire franchir un cap au club finistérien. L'arrivée de Bernard Tapie à l'OM et la réussite de Claude Bèze à Bordeaux poussent l'industriel breton à faire tapis en investissant colossalement dans le club malgré des fonds limités. Le football business débarque à Brest et le recrutement de l'intersaison 86 est tout simplement pharaonique. Julio César, défenseur central brésilien, révélation du mondial 86, débarque sur la rade. A ses côtés, le regretté José Luis Brown, buteur en finale du dernier mondial, arrive librement à Brest. 2 arrivées permises grâce à l'investissement de la famille Leclerc, ce qui a le don de surprendre l'intégralité du monde du ballon rond. Le discours d'Ivinec est alors simple, faire de Brest un tremplin vers l'Europe pour les nombreuses stars sud-américaines y débarquant. À ces arrivées s'ajoute le retour d'une légende locale, puisque Raymond Kérusoré, à la demande du groupe Leclerc, prend place sur le banc brestois afin de diriger une formation très hétérogène, puisque l'on y retrouve également quelques pointures hexagonales, à l'image du buteur Gérard Bucher, international français depuis peu, Maurice Bouquet, qui s'imposera comme un taulier dans l'entrejeu, ou l'ex-international espoir Thierry Goudet. Enfin, quelques jeunes du centre de formation vont s'imposer en équipe première, tels que Paul Le Guen, Vincent Guérin ou Patrick Colter. Pour couronner le tout, le club change de nom pour s'appeler Brest Armorique, et ce afin de s'affirmer comme le principal représentant de la Bretagne en première division. Cette équipe a fière allure et cela va se concrétiser sur le terrain. Enchaînant les bonnes prestations, le club termine à la 8e place du championnat, soit le meilleur résultat de son histoire. Une saison qui verra le Brest Armorique battre son record d'affluence avec 20 548 spectateurs face à l'OM le 8 août 86. Raymond Kérusoré, très apprécié par les joueurs en raison de sa sagesse et du style de jeu offensif qui l'influa à cette équipe, se brouille cependant avec le président Ivinec, lui aussi populaire au sein du vestiaire. 2 forts caractères, têtus comme des Bretons, se font alors face tout au long de la saison, le second n'acceptant pas qu'un entraîneur puisse avoir autant d'influence et de requêtes. Je n'aime pas beaucoup, donc on oblige les joueurs à faire des votes à main levée, qu'on leur fasse signer des pétitions, et je n'ai pas voulu rentrer dans ce système-là. La famille Leclerc va alors arbitrer le débat en prenant parti pour celui qu'ils ont fait venir au club. On a un entraîneur qui n'a vraiment pas démérité. On s'était donné comme objectif de finir 7e ou 8e, on a fini 8e, ok, le pari a été tenu. Et je dois dire que je comprends pas trop l'attitude du président. Si Kérusoré ne reste pas à Brest, c'est évident qu'on désinvestira de Brest. Le résultat est inéluctable, Kérusoré quitte Brest à l'issue de la saison et le groupe Leclerc se désengage du club, eux qui n'avaient comme seule prérogative le maintien de Kérusoré au poste d'entraîneur. Le Brest Armorique se retrouve en difficulté sur le plan financier et Brown, Julio César ainsi que le buteur Bucher quittent le navire, même si cela semblait prévisible puisque la plateforme brestoise est destinée à accueillir épisodiquement certaines grandes stars. À l'intersaison 87, une seule star sud-américaine débarque, soit le défenseur central argentin Jorge Higuaín, en provenance de Boca Juniors et qui deviendra père d'un certain Gonzalo. Bien que l'arrivée de cet expérimenté défenseur permette de solidifier un secteur jusque-là friable, l'efficacité offensive, elle, n'est pas au rendez-vous. Pour preuve, seul un but fut marqué lors des 6 premières rencontres, qui verra Brest prendre 3 points et se retrouver à la dernière place du classement. Le départ de Bucher se fait sentir et Ivinec songe à recruter un attaquant de grande classe pour le remplacer. Son choix se porte sur un buteur paraguayen évoluant à l'América de Cali, double buteur lors du mondial 86 avec sa sélection qui atteignit d'ailleurs les 8e de finale de la compétition. Un artiste du ballon rond très combatif, son nom Roberto Cabañas.
Et maintenant, l'affaire Cabagnas, qui est aussi l'affaire Ivinec. Alors, on en parle depuis 2 semaines dans Téléfoot. Le transfert aurait dû être finalisé le 20 août 87, mais plusieurs erreurs administratives repoussèrent la conclusion de la vente. François Ivinec se déplace alors en Colombie et se rend compte qu'il est tombé dans un traquenard. Un piège tendu par le président de l'América de Cali, un certain Miguel Rodriguez, soit l'un des patrons du cartel de Cali. Les narcotrafiquants vont subtilement faire pression sur Ivinec avec l'aide de la justice locale en tentant de le condamner pour délit de faux. L'affaire durera des semaines entières, Ivinec est alors assigné à résidence, mais reste en contact avec Cabagnas qui souhaite partir au plus vite de Cali. Le scandale fera grand bruit et Matignon s'en mêlera, au point que le Premier ministre en personne Jacques Chirac menace de prendre des sanctions sportives, avec notamment une potentielle exclusion des équipes et coureurs colombiens pour le Tour de France 88. La FIFA, longtemps en retrait sur ce dossier, donnera gain de cause au Brest Armorique et le transfert eut finalement lieu avec une arrivée à Brest rock'n'roll pour le président brestois et sa nouvelle pépite Cabagnas. Gracias a Dios ustedes me dan ese calor humano que el futbolista realmente necesita. Dios quiera que pase muy bien acá con ustedes. Seulement entre-temps, les autres dirigeants du Brest Armorique et son principal financier, la Sodiba, soit la société d'investissement du Brest Armorique, qui comprend 172 actionnaires et qui finance les transferts des joueurs issus de la filière sud-américaine, se sont précipités durant les péripéties que vécut le président Ivinec et ont recruté Carlos Tapia, un milieu offensif. Le quota de joueurs étrangers étant alors atteint, Cabagnas ne pourra disputer ses premières rencontres que lors de la saison suivante. Seulement le Brest Armorique ne redresse pas la barre et termine la saison en position de relégable. Pour Ivinec et la Sodiba, il s'agit là d'un accident de parcours et l'objectif pour la saison 88-89 est clair, retrouver immédiatement la première division. L'équipe est quasiment inchangée si ce n'est le départ des Argentins Tapia et Higuaín. Le tandem offensif Cabagnas-Binic va alors faire un carton en deuxième division et scorer à 39 reprises. Deuxième du groupe nord de deuxième division, à 1 point de Mulhouse, Brest doit passer par les barrages pour valider sa montée. Surclassant le Havre en pré-barrage puis Nîmes, malgré un match retour tendu qui verra le turbulent René Girard fracturer le nez de Cabagnas, le Brest Armorique retrouve Strasbourg, 18e de Ligue 1, pour une double confrontation d'anthologie. Le 9 juin 89, devant plus de 20 000 spectateurs, Roberto Cabagnas, chouchou du public brestois, fait chavirer le stade Francis Leblé en permettant aux Armoricains de retrouver l'élite. Le Brest Armorique va logiquement se maintenir les 2 saisons suivantes dans le ventre mou du championnat, grâce notamment à son centre de formation, qui verra plusieurs joueurs prometteurs garnir à l'effectif du club, à l'image de Stéphane Guivarch, Corentin Martins, Pascal Pierre ou Claude Makelele, qui pour la plupart remportèrent la Gambardella avec les moins de 20 ans en 1990. Une saison qui verra Brest réaliser un authentique exploit en battant le grand OM de Tapie 2-1 grâce à un doublé de l'inévitable Cabagnas, pourtant approché en début de rencontre par les dirigeants olympiens qui souhaitaient le voir lever le pied. François Ivinec réalisera quelques coups d'éclat en recrutant notamment Bernard Lama ou David Ginola, ainsi que l'attaquant paraguayen Alfredo Mendoza qui retrouve son compère d'attaque du mondial 86, Cabagnas. Des recrutements onéreux permis grâce au soutien financier de la Sodiba, du maire de la ville Pierre Maille, qui cautionnera plusieurs emprunts réalisés par le club, ainsi que d'un certain Ahmed Checker, alias Charlie Chequier, un homme d'affaires franco-marocain, brestois d'adoption, qui par ses réseaux au Moyen-Orient investira des dizaines de millions de francs dans le Brest Armorique et paiera de nombreux frais supplémentaires. Seulement la caisse est vide depuis un bon moment. La structure brestoise ayant des moyens limités, Ivinec et ses associés durent mettre les finances du club dans le rouge pour pouvoir conclure certaines transactions. À l'issue de la saison 90-91, la dette du club dépassait les 100 millions de francs. Tout le monde était au courant des difficultés financières du club, mais le président Ivinec, la mairie, les investisseurs, tous ont décidé de poursuivre sur une voie périlleuse, celle du football business, jusqu'à ce que le Tonnerre de Brest ne s'abatte sur le club. La DNCG, gendarme financier venant tout juste d'être créé, souhaite frapper un grand coup pour mettre fin aux difficultés économiques auxquelles fait face le football français.
1 milliard de francs, c'est le montant de la dette cumulée des clubs de première division à l'été 91. 3 équipes vont alors être rétrogradées administrativement, Bordeaux, Nice et Brest. La dette du club étant bien trop importante pour pouvoir être comblée, le Brest Armorique repart en D2 pour la saison 91-92. Bien que François Yvinec réussisse à persuader la majorité des joueurs à rester au club pour tenter de remonter, la situation financière est désastreuse. Pour preuve de la déraison du club, le Brest Armorique ira jusqu'à recruter l'international argentin Goycochea, héros du mondial 90. À ce rythme-là, Brest ne peut tout simplement pas terminer la saison. La liquidation judiciaire du Brest Armorique sera finalement prononcée le 6 décembre 91, actant la fin d'une époque dorée. Les joueurs sont libérés, Yvinec sera condamné avec sursis et quittera la ville, mais Brest va pourtant renaître de ses cendres par l'intermédiaire des dirigeants de la section amateur du club. Ces derniers vont réussir à persuader le conseil d'administration de la Ligue nationale, puis le conseil fédéral de la 3F de repartir depuis la 3e division où évolue l'équipe réserve. Le Stade Brestois 29 succède au Brest Armorique et la formation fait confiance à ses jeunes ainsi qu'à quelques joueurs locaux. Tout proche de remonter en D2 à l'issue de la saison 92-93, les stadistes vont s'engluer en milieu de tableau les années suivantes avant de rétrograder en D4 en 1997. Après 3 années de purgatoire, le Stade Brestois retrouve le championnat national en 2000. Désireux de retrouver le monde professionnel, le Stade Brestois va réaliser un exercice 2003-2004 surprenant puisque le club rivalise avec Reims, Cannes et Dijon dans la course à la montée malgré un effectif totalement chamboulé à l'intersaison. Portés cette saison-là par les populaires Olivier Bogacic et un certain Franck Ribéry, les Tisef obtiennent leur billet pour la D2 le 8 mai 2004 après une victoire 2-1 face à Angoulême. Longtemps en course pour la montée en 2005, les Brestois se maintiennent en milieu de tableau les années suivantes, avec quelques frayeurs notamment en 2009, où le club se maintient pour 2 points seulement. Un sauvetage réalisé notamment grâce à l'arrivée en fin de saison d'un entraîneur charismatique, habitué aux exploits comme ce fut le cas avec Guignon ou Sedan au début des années 2000, il s'agit de Sir Alex Dupont. Un personnage haut en couleur qui va s'appuyer sur un effectif hétérogène où l'on retrouve notamment les expérimentés Steve Elana, Omar Daf et Oscar Ewolo, et des recrues prometteuses que sont Bruno Grosgy et Nolan Roux. Dupont et ses hommes vont étonnamment s'imposer comme l'une des formations les plus attractives du championnat en s'emparant de la 2e place suite à une victoire 1-0 face à Tours lors de la 17e journée. Une place qu'ils ne lâcheront plus jusqu'à la fin de la saison avec une montée actée de nouveau face à Tours dans un stade Francis Leblay en ébullition. Bruno Grosgy marquera sur penalty et entrera dans le cœur des supporters brestois en raison d'une célébration n'étant pas passée inaperçue puisque ce dernier dédia son but aux Ultra brestois et aux Celtics, les 2 principaux groupes ultra du club, en conflit avec la mairie qui souhaitait déplacer ces derniers afin de permettre aux supporters visiteurs d'investir la tribune Quimper. Une hérésie pour ces fans qui remporteront finalement ce combat puisque la mairie abandonnera ce projet. Quant à Grosgy, sa prise de position courageuse le fera entrer définitivement dans la légende locale. 19 ans après, le Stade brestois retrouve donc la Ligue 1 et l'euphorie de la montée va se prolonger en première partie de saison. Toujours adeptes d'un jeu offensif et qualitatif sur le plan technique, les Finistériens vont se propulser à la surprise générale en tête de la Ligue 1 au terme de la 11e journée, place qu'ils occuperont durant 3 journées. La suite de la saison sera beaucoup plus compliquée pour des Brestois qui ne remporteront que 5 autres matchs pour finalement se maintenir avec 2 points d'avance sur le premier relégable. La saison suivante, Brest se retrouve en difficulté en multipliant les matchs nuls et le licenciement en fin de saison d'Alex Dupont place le club armoricain au pied du mur. Mais les Brestois vont héroïquement arracher leur maintien en remportant leurs 2 dernières confrontations de la saison. 2012-2013 verra le Stade brestois s'enfoncer dans une crise interne profonde en effectuant une fin de saison catastrophique puisqu'avec 11 défaites consécutives lors des 11 derniers matchs, Brest termine bon dernier et se retrouve en Ligue 2. Une saison marquée par des conflits en interne entre le président du club Michel Guyot et certains actionnaires dont Yvon Kermarek qui succédera à ce dernier au poste de président. Sir Alex Dupont fait alors son retour à Brest pour 3 saisons,
Mais le club se montrera incapable de lutter pour la montée et échouera systématiquement en première partie de tableau. Un nouveau cycle démarre en 2016 avec l'arrivée de Denis Lessein à la présidence, tandis que Jean-Marc Furlan débarque à la tête de l'équipe première avec comme ambition un retour en Ligue 1. Adepte d'un jeu similaire à celui du regretté Alex Dupont, le Stade brestois s'impose comme l'une des plus solides formations de Ligue 2. Longtemps en tête du championnat lors de la première saison de l'ère Furlan, les Brestois s'écroulent lors de la dernière ligne droite pour finalement terminer 5e d'un championnat qui se joua lors d'une ultime journée restée dans les mémoires des passionnés de Ligue 2. À nouveau 5e la saison suivante, Brest eut l'occasion de disputer sa chance lors des playoffs d'accession, mais perdit dès le premier match face au Havre. La 3e saison de l'ère Furlan sera celle de la consécration. Rapidement installé dans le peloton de tête grâce notamment à l'efficacité de son buteur Gaëtan Charbonnier et à un football très offensif, le Stade brestois valide son billet pour la Ligue 1 lors de l'avant-dernière journée, à nouveau dans un stade Francis Leblay des Grands Soirs. Dès lors, le Stade brestois va dans un premier temps réussir à arracher son maintien lors des 4 saisons qui suivirent, avec notamment un exercice 2022-2023 difficile qui verra le très peu expérimenté Éric Roy reprendre une équipe moribonde tant au classement qu'au niveau du contenu pour finalement arracher une 14e place salvatrice. Le début de la saison 2023-2024 sera alors celle de tous les records. Porté par un milieu de terrain polyvalent où l'on retrouve Lesmelou, Magnetti et Camara, les Bretons vont d'entrée de jeu marquer un grand coup en renversant Lens 3-2 pour finalement enchaîner les bons résultats et pointer à la 4e place du classement à la trêve après avoir provisoirement pris la tête du championnat et battu l'OL dans ce qui reste la prestation la plus aboutie des Brestois depuis leur retour dans l'élite. Le maintien étant pratiquement acquis, les Brestois peuvent désormais secrètement rêver d'Europe. Résumer l'histoire d'un club en seulement quelques minutes n'est pas une tâche facile. Les émotions, les moments forts, les matchs clés, les anecdotes fourmillent quelle que soit l'équipe traitée. Le Stade brestois, malgré son statut de petit club de Ligue 1, et ce avec des grands guillemets, s'est pourtant imposé comme un incontournable de première division, avec notamment 8 saisons passées dans l'élite depuis 2010. Une formation qui a toujours cherché à s'imposer parmi les grands, sans jamais le clamer haut et fort, même si les années 80 furent la preuve d'une ambition démesurée qui vit le club perdre le cap et couler en silence. Tonnerre de Brest direz-vous, et pourtant ses ambitions n'ont pas été totalement effacées. Longtemps habitué aux vaches maigres, Brest a su se défaire de plusieurs tempêtes pour finalement se pérenniser dans l'élite, au point même de bouleverser l'ordre établi, en témoigne ce début de saison historique. Pour preuve de cette ambition, on peut rapidement évoquer le projet de création d'un nouveau stade, l'Arkea Park, dont le coût est estimé à une centaine de millions d'euros. Un stade qui pourrait voir le jour en 2027, et qui sait, pourquoi pas accueillir un match européen.